On ne parle pas seulement d'une finale de Coupe d'Afrique, là. On parle d'une véritable partie d'échecs qui s'est jouée bien au-delà du terrain. Un drame en plusieurs actes qui se termine par une annonce de sanctions en pleine nuit, à 2 heures du matin. Rien que le timing, ça raconte déjà une histoire. Ah vous, ça raconte une histoire de pouvoir, de pression, d'influence. La vraie question, ce n'est pas pourquoi des sanctions, c'est pourquoi les annoncer au milieu de la nuit. Est-ce que l'objectif était de prendre de court l'une des fédérations les plus puissantes du continent? Quand on analyse ce verdict point par point, on découvre une géopolitique du football africain bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Alors allons-y, plongeons dedans. Commençons par le Maroc. L'organisateur, celui qu'on disait un peu maître du jeu en coulisses, avec son très influent président, Fouzi Lekadja. Sur le papier, les sanctions ont l'air lourdes. Hakimi, Sibari suspendus, des amendes énormes. Mais est-ce que c'est une simple punition pour comportement antisportif ou est-ce qu'il faut y lire un message politique qui le vise, lui, directement? C'est bien plus qu'une simple réprimande. C'est un recadrage. Il faut regarder les détails parce que c'est là que tout se joue. Au niveau individuel, Achraf Hakimi, il s'en sort avec un match ferme, un avec sursis. C'est un avertissement. Par contre, le cas d'Ismaël Sibari, là, c'est beaucoup plus sévère. Ah oui, 3 matchs fermes et une amende personnelle de 100 000 $. Et la commission de la CAF, la Confédération africaine de football, parle d'un mystérieux incident de la serviette. C'est un euphémisme assez particulier. De quoi il s'agit au juste? C'est le terme un peu codé qu'a choisi la commission pour désigner une altercation physique qui était, semble-t-il, très violente dans le couloir des vestiaires. D'après plusieurs sources, une serviette aurait été utilisée pour frapper, voire pire. Le fait que la commission utilise cette expression, ça montre 2 choses. D'abord, la gravité des faits qu'on ne veut pas décrire crûment, et puis une volonté de ne pas jeter d'huile sur le feu. Mais le message est clair, on sait ce qui s'est passé. On reste dans le non-dit, mais un non-dit qui coûte cher. Et au-delà des joueurs, c'est la fédération marocaine elle-même qui est visée au portefeuille. Exactement. Et c'est là que le message politique se durcit vraiment. La Fédération royale marocaine de football prend 200 000 $ pour conduite inappropriée. On ajoute 15 000 $ pour les lasers des supporters. Ça c'est presque anecdotique. Mais le point clé, le vrai coup de poignard symbolique, c'est l'amende de 100 000 $ pour l'intrusion du staff et des joueurs dans la zone du VAR. Attendez, ça c'est fascinant. Oui. On ne punit pas juste un dérapage, on punit une méthode. Une culture de la pression sur les arbitres. C'est précisément ça. Le total approche les 415 000 $, mais ces 100 000 là, ce sont les plus importants. C'est une attaque directe contre cette pratique, qui consiste à encercler l'arbitre, à contester son autorité dans son propre sanctuaire technique. Et soyons clairs, face à une fédération aussi influente que celle de l'ECJA, il n'est pas certain qu'une telle sanction aussi ciblée aurait été prononcée il y a quelque temps. D'accord. Le message pour le Maroc est assez clair. Mais si on joue un peu l'avocate du diable, le vainqueur, le Sénégal, n'est pas épargné non plus, loin de là. Le montant total est encore plus élevé, on parle de presque 715 000 $ d'amende, et le sélectionneur, Pape Thiaw, qui prend 5 matchs. N'est-ce pas juste une manœuvre classique de la CAF pour ne fâcher personne en punissant tout le monde, une sorte de justice neutralisante ? C'est une manœuvre d'équilibriste, vous avez le mot juste. Mais il faut lire entre les lignes. Le point fondamental, et il est capital, c'est que le titre du Sénégal n'est pas remis en cause. La victoire sportive est validée. Voilà, elle est entérinée. C'était la priorité absolue pour la fédération sénégalaise. Par contre, la CAF sanctionne très, très lourdement le comportement qui a entouré cette victoire. On leur dit bravo pour la coupe, mais la manière est inacceptable, en gros. C'est exactement ça. Regardez leurs sanctions. Le coach, Pape Thiaw, 5 matchs de suspension, 100 000 $ d'amende pour atteinte à la réputation du jeu. C'est lourd. Des joueurs clés, Ismaïla Sarr, Lamine Camara, 2 matchs. Et puis, il y a le coût de massue financier. 2 amendes de 300 000 $ chacune. Une pour les supporters, l'autre pour le comportement de l'équipe et du staff. Et on ajoute 15 000 $ pour mauvaise conduite générale. Si on fait le total, en comptant l'amende du coach, le Sénégal perd plus d'1 million de $ sur sa prime de victoire de 7 millions. C'est un coût énorme, ça représente presque 15% de leur récompense. C'est un signal très fort. La CAF dit en substance « Votre titre est mérité », mais les méthodes pour le défendre, comme interrompre le jeu pendant 10 minutes, créer le chaos, c'est inacceptable. Ça permet à l'instance de projeter une image d'impartialité, de montrer qu'elle ne cède à aucune pression, tout en préservant le résultat du terrain. C'est de la haute voltige politique.
On annonce des sanctions lourdes des deux côtés. Une sorte de paix armée scellée à coups d'amende. Mais ce qui est passionnant, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Parce que tout le monde s'attendait à ce que l'influence marocaine pèse beaucoup plus lourd dans la balance. Les médias marocains parlent eux-mêmes d'un échec cuisant pour le Dja. Qu'est-ce qui a fait basculer les choses ? On entre dans la vraie partie, celle qui s'est jouée dans les bureaux, pas sur la pelouse. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la pression médiatique et diplomatique a été intense. Le silence n'était pas une option. Le président de la fédération sénégalaise, lui, n'a pas joué la carte de la discrétion. Il a publiquement dénoncé les pressions. Très fort. Il n'était pas seul. D'autres voix se sont élevées, même au-delà de l'Afrique, et ça a tout changé. Absolument. La déclaration du président de la fédération espagnole, par exemple, a été très remarquée. Quand il dit que certains événements nuisent à l'image du football mondial, ce n'est pas anodin, surtout venant de l'Espagne, partenaire du Maroc pour le mondial 2030. Les médias internationaux, en France notamment, ont aussi beaucoup couvert l'affaire. Mais l'élément qui a vraiment tout fait basculer, le game changer comme on dit, ça semble être une intervention venue de plus haut. Vous voulez dire la FIFA ? Non, la maison mère qui siffle la fin de la récréation. C'est l'analyse qui prévoit dans les cercles bien informés. Selon plusieurs sources, des instances dirigeantes de la FIFA, à Zurich, seraient intervenues directement. Le message aurait été simple, ça suffit. L'incident de la finale, cette interruption de 10 minutes vue par le monde entier, a été jugée inacceptable. L'intégrité de la compétition était en jeu. Donc si je comprends bien, sans cette pression supposée de la FIFA, la CAF aurait pu prendre une décision complètement différente. Voire même retirer le titre au Sénégal, comme certains le demandaient. C'est la crainte de beaucoup d'observateurs, oui. Et ça expose au grand jour cette perception de la CAF comme une institution parfois capturée par des lobbies puissants. Le fait qu'il ait fallu, a priori, une pression externe pour garantir une décision perçue comme équilibrée, ça en dit long sur l'autonomie de l'instance. La défaite de l'EGJA, si on l'appelle comme ça, ce n'est pas que la sienne. C'est celle d'un système d'influence qui, cette fois, a trouvé ses limites, parce que le scandale était devenu trop visible. Le verdict est tombé, la bataille des coulisses semble finie, mais on sait bien que ce n'est jamais vraiment la fin. Les deux fédérations vont sûrement faire appel. Au Maroc, la contre-offensive médiatique a déjà commencé, certains parlent de comédie. Ce n'est pas la fin, non. C'est le début d'une nouvelle bataille, celle du narratif. Au Maroc, la pression sur Fouzi Legja est immense. Il doit rendre des comptes, pas seulement sur le plan sportif, mais aussi politique. Son pouvoir est bâti sur cette image d'influence. Cet échec est perçu comme aussi grave, sinon plus, que la défaite sur le terrain. C'est une fissure dans son armure. Du coup, les médias proches de lui tentent de minimiser, de crier à l'injustice. Et côté sénégalais, on savoure la double victoire, sur le terrain et dans les bureaux. Ils célèbrent la confirmation de leur titre, c'est l'essentiel. Leur stratégie de médiatiser l'affaire a payé. Mais en parallèle, ils préparent déjà leur appel pour essayer de réduire ces sanctions financières qu'ils jugent disproportionnées. La bataille se déplace maintenant sur le terrain juridique. Ils ont gagné la guerre, mais ils veulent limiter les pertes. Un dernier point, qui est crucial, l'arbitrage. Le nom de l'arbitre, Pierre Hatcho, a été sur toutes les lèvres. Il traînait déjà une certaine réputation. Est-ce que c'est un simple bouc émissaire ou le symptôme d'un mal plus profond ? Il est le symptôme parfait d'un système plus large. Son cas est fascinant. Plusieurs analyses montrent un arbitrage à deux visages. Une première mi-temps jugée très favorable à l'équipe organisatrice, et puis, après la fameuse interruption et le chaos, un arbitrage qui devient subitement impartial, presque craintif. Ce changement, beaucoup l'interprètent comme le signe d'un arbitre qui a compris que le match lui échappait, que les projecteurs du monde entier étaient braqués sur lui. Il symbolise cette fragilité de l'édifice quand le pouvoir prend le pas sur le sport. Au final, si on prend un peu de recul, ces sanctions dessinent l'image d'une institution, la CAF, qui tente désespérément de sauver la face, de punir les excès les plus visibles pour restaurer un semblant d'autorité, sans pour autant tout déstabiliser. Exactement. C'est une tentative de reprendre le contrôle après un scandale qui a sérieusement écorné l'image de leur compétition phare. Mais ça laisse une question fondamentale en suspens. Quand le football continental dépend d'une intervention présumée de l'instance mondiale pour garantir l'équité, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de sport? Ou est-ce qu'on assiste simplement à la continuation de la politique par d'autres moyens? La frontière n'a jamais semblé aussi floue.